Bienvenue dans MakerCast, le podcast des créateurs de contenu. C'est Antoine Blanchemaison et on en est déjà au 60e épisode. Ça veut dire qu'on a lancé le podcast il y a 2 mois déjà et ça tourne bien et je vais continuer parce que j'aime beaucoup ça. Là, je suis en train de te parler dans le lobby d'un super hôtel Trump là, dans lequel on a passé 2 jours. Donc il y a des super lustres autour de moi, des super photos de golfeurs parce que c'est un hôtel de golfeurs apparemment. Il y a un bar à droite avec une pyramide de champagne et c'est assez calme et c'est sympa du coup pour se poser. Et j'ai décidé de faire un podcast ici parce qu'il pleut dehors. On était censé partir aujourd'hui, mais du coup on a rendu la chambre et on reste un peu ici parce que c'est confortable, il fait bien, on est au frais, il y a la clim, bref c'est parfait. Et aujourd'hui je voulais te parler de 2 choses. Je voulais te parler premièrement de comment te faire plaisir en prenant des petites chambres d'hôtel comme ça pour 2 nuits, pour pas trop cher, pas si cher que ce qu'on peut penser. Premièrement, et deuxièmement, un truc qui a strictement rien à voir, c'est 2 manières de créer du contenu vraiment efficace et de te positionner en tant que leader dans ta thématique. Donc tu peux rester jusqu'à la fin de ce podcast. Si la partie sur le voyage et l'hôtel ne t'intéresse pas, tu peux aller directement à la deuxième partie. Bref, on va parler de ces 2 choses qui n'ont rien à voir. Et la première chose justement, c'est les petits hôtels, les petits cadeaux. Alors moi, ma philosophie quand je voyage sur l'hébergement, c'est que j'aime bien les contrastes. C'est-à-dire j'aime bien passer du temps dans des hébergements moyens, tu vois, des Airbnb classiques ou alors des petits hôtels, et de temps en temps me faire vraiment plaisir avec un super hôtel, tu vois. On en a fait un à New York, on en fait un ici à Miami, et ça permet vraiment d'avoir l'effet de contraste parce que si on restait sans arrêt dans le Airbnb, finalement on serait un peu blasé et ça nous manquerait un peu peut-être d'avoir un truc vraiment sympa, d'avoir un truc vraiment confort. Et si on passait notre temps dans un truc super cher, dans un truc super luxueux, déjà ça nous coûterait une blinde, et puis deuxièmement, au bout d'un moment, on n'apprécierait plus la chance qu'on a parce que ce serait devenu une norme, ce serait devenu un quotidien, et je pense que c'est jamais une très bonne idée de s'habituer au luxe. Mais ce qui est cool d'alterner les 2, c'est que voilà, ça fait plaisir une fois de temps en temps de se faire un bel hôtel et puis finalement tu reviens dans un Airbnb classique et t'es pas, voilà, enfin, c'est pas gênant. Donc moi c'est un peu la façon que j'aime de voyager. J'aime bien voyager comme ça, j'aime bien les contrastes, l'effet de contraste, et j'aime bien provoquer cet effet-là. Et donc de temps en temps, je prends une petite chambre d'hôtel pour 1 ou 2 jours. Et je voulais t'expliquer comment tu peux le faire aussi. Ça coûte pas forcément extrêmement cher. Tu peux même le faire chez toi, dans ta ville. S'il y a des hôtels de luxe dans ta ville, tu peux le faire. Ça s'appelle le staycation. Les gens ont même donné un nom à ça. Et le principe, il est simple. C'est tu bookes 1 ou 2 nuits dans un hôtel de luxe. Et il y a plusieurs choses à savoir pour profiter au maximum de ton hôtel et pour économiser de l'argent. Première chose, alors j'en ai parlé sur Facebook déjà, mais peut-être que tu n'as pas vu le post, donc je te résume un petit peu ce que j'ai dit. Première chose, c'est de partir, de prendre la nuit du dimanche au lundi. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe ? Le dimanche, il y a plein de gens qui viennent pour le week-end et qui partent le dimanche. Il y a d'autres gens qui arrivent le lundi, ce qui fait que le dimanche soir, souvent ils ont beaucoup de mal à remplir les hôtels et donc ils font des prix qui sont beaucoup plus intéressants. Et donc tu as des sites alors notamment tu as un site qui s'appelle Staycation justement, qui te donne des idées pour sortir à Paris, il me semble, pour trouver des beaux hôtels 2 ou 3 fois moins chers le dimanche soir. Mais sinon, partout dans le monde, les hôtels sont moins chers. Donc tu regardes sur Booking ou sur Hotel Tonight. Alors moi, j'ai booké sur hotel.com. Et tu regardes justement les prix. Et souvent, tu vois que c'est parfois un tiers, voire moitié moins cher, voire plus encore le dimanche soir, du dimanche au lundi. Donc c'est une nuit que tu peux prendre. Tu peux prendre aussi du lundi au mardi si tu veux rester 2 jours. L'avantage de rester 2 jours, c'est que tu peux vraiment en profiter à fond parce que par exemple s'il y a une piscine, tu peux profiter de la piscine le soir où tu arrives, toute la journée du lendemain et même le surlendemain, parce que quand tu as passé plusieurs nuits dans un hôtel, tu peux rester toute la journée suivante, même si tu as rendu ta chambre, tu peux rester à traîner un petit peu dans la réception, aller te balader, aller à la piscine, personne ne va rien te dire à partir du moment où tu es resté au moins 1 nuit. Donc c'est des trucs à faire. Sinon pour l'alimentation, alors souvent ce qui coûte cher dans les hôtels, surtout dans les resorts, c'est que t'as pas forcément de resto à côté, t'as pas forcément d'endroit où manger, tu peux pas faire la cuisine dans la chambre, et donc du coup ta seule option c'est les restaurants de l'hôtel. Les restaurants de l'hôtel, ils font des bonnes marges dessus. Donc une idée toute simple, c'est de prendre l'option petit déjeuner. Si le petit déjeuner est un buffet ou si le petit déjeuner est à volonté, tu prends l'option petit déjeuner, généralement ça coûte peut-être 15, 20 ou plus, tu vois, c'est pas extrêmement cher. Et tu manges, tu t'empiffres, tu vois, tu manges. Si c'est un buffet, tu peux même ramener des trucs à la chambre, de façon à ce que tu n'aies pas faim à midi. Ça c'est la petite astuce, tu vois, tu petit déjeunes tard et tu petit déjeunes à mort. Et comme ça, t'as pas faim à midi, tu profites de ta journée et le soir tu te fais un resto ou alors t'amènes des trucs. Une autre astuce c'est d'amener, alors
moi je fais tout le temps aussi, c'est j'amène des bananes ou des fruits parce qu'il n'y a jamais de fruits. J'amène aussi des petites noix ou des trucs à grignoter, tu vois, parce que sinon tu es vite tenté par le mini-bar. C'est pas forcément ce que tu as envie de manger, c'est pas forcément ce qu'il y a de moins cher non plus. Et puis voilà, tu vois, tu peux vraiment te faire plaisir, tu peux en profiter à fond. Nous, on a profité à fond de la piscine jusqu'au bout. Et là, on est toujours à l'hôtel, tu vois, alors qu'on aurait dû partir aujourd'hui, simplement parce qu'il pleut et parce qu'on est bien ici, tu vois, c'est calme, je peux enregistrer mon podcast. Donc c'est une idée simple pour en profiter à fond. Je t'ai mis le post sur Facebook, il y avait 2-3 autres trucs, il me semble que j'ai oublié, donc tu peux aller voir. Et ça te permet vraiment de te faire plaisir. Je te dis, c'est un truc que tu peux même faire chez toi, si tu as un hôtel de luxe dans ta ville, tu vois, tu peux te faire ça une fois de temps en temps. Se faire servir un peu, ça fait du bien, ça permet de se détendre et ça permet aussi, quand tu travailles et que tu veux être motivé et que tu veux avoir un peu d'ambition, ça te permet parfois de te stimuler, d'être dans un environnement finalement un peu luxueux. Donc ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose dont je voulais te parler, c'était deux façons différentes de créer du contenu vraiment exceptionnel, de créer du contenu qui te positionne en tant que leader. Et je reviens voir mes petites notes parce que j'ai oublié ce que je voulais te dire. Oui, je voulais te raconter une histoire. C'est l'histoire du Kaiten Zuchi. Alors qu'est-ce que c'est le Kaiten Zuchi, que je prononce forcément très mal? C'est un concept qui a été inventé par un japonais. Alors, on se remet dans le contexte. On est au Japon, c'est après la guerre. Et les sushis là-bas, c'est quelque chose de... C'est pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui, les sushis tels qu'on les connaît aujourd'hui. C'est la nourriture super populaire qu'on vend un petit peu dans les petits stands dans la rue, tu vois. Et après la guerre, pour des raisons d'hygiène probablement, y a le gouvernement qui a décidé d'interdire de vendre de la nourriture crue via ces petits stands. Et donc les sushis ont commencé à être vendus dans les restaurants et ça a commencé à devenir un produit de luxe à ce moment-là. Et quelques années plus tard, il y a un gars qui décide dans son restaurant de mettre un petit tapis roulant pour faire passer les sushis devant les clients et pour que les clients puissent choisir les sushis. C'est quelque chose de très japonais, c'est un peu tout automatisé et finalement c'est pas con puisque les gens n'ont pas à choisir des sushis sur une carte, mais ils les voient défiler devant eux et ils choisissent les sushis qui les intéressent au moment où ça les intéresse. Donc finalement c'est une idée géniale. Il lance son concept. Quelques années plus tard, dans les années 70, donc peut-être 15-20 ans plus tard, il a franchisé son concept. Il y a 200 boutiques qui vendent des Kaisen Sushi. Et aujourd'hui, il y a plus de 2000 enseignes parmi les grands groupes qui vendent des sushis qui défilent sur un tapis roulant. Je ne sais pas si c'est une expérience que tu as déjà fait. Moi, j'en ai fait un. C'est souvent un peu cher, mais c'est assez rigolo. C'est un truc à faire. Et c'est un truc, du coup, qui a cartonné. Et alors, pourquoi je te raconte cette histoire? Parce que, en fait, c'est intéressant de se poser la question, pourquoi ce truc a marché? Quelle était la valeur ajoutée d'aller dans un restaurant de sushi comme ça par rapport à aller dans un restaurant de sushi classique? Est-ce que c'est parce que c'est un peu moins cher? Souvent c'est pas le cas, c'est même plus cher ces trucs-là. Est-ce que c'est parce que les serveurs sont sympas? Probablement pas vu qu'il n'y a pas de serveur. Est-ce que c'est parce que la moquette est de meilleure qualité? Je sais pas, tu vois. Ou est-ce que finalement c'est parce que c'est un concept original, c'est un concept unique et c'est pour ça que les gens viennent? Finalement, si on réfléchit bien, si les gens viennent dans un sushi sur tapis roulant, c'est pas pour les serveurs, c'est pas même pas forcément pour la qualité de la cuisine, c'est pas parce que le sashimi est un petit peu meilleur ou parce que le sushi est un peu plus frais. S'il vient dans ce restaurant-là, c'est pour une seule raison, c'est pour tester le concept, c'est parce que c'est amusant, c'est parce que le concept lui plaît, tu vois. Les gens viennent uniquement pour le concept. Et ce que je voulais te montrer en fait via ça, c'est que finalement nous en tant que créateurs de contenu, on a deux façons de se démarquer. Soit on se démarque en termes de degré, en étant meilleur, c'est-à-dire en étant peut-être un petit peu moins cher que le concurrent, en étant peut-être en faisant du contenu d'un petit peu meilleure qualité que le concurrent, en étant, en ayant un service client un petit peu plus réactif que le concurrent, ce qui est une manière en effet de se démarquer, mais par degré, c'est-à-dire qu'on pourra toujours faire une guerre là-dessus, on pourra toujours faire une guerre des prix, on pourra toujours faire une guerre du support client, on pourra toujours faire une guerre de celui qui fera le contenu le plus long. Tout le monde va y perdre finalement dans cette guerre. Il y a une autre façon de faire, une façon qui est beaucoup plus simple finalement, au lieu d'être un petit peu meilleur que tous les autres, souvent des gens qui sont là parfois depuis des années, qui ont une expérience que nous on n'a pas forcément quand on débute, on peut simplement faire quelque chose de radicalement différent. Inventer un concept ou partir d'un concept que personne ne fait et être le seul à faire ça. Et j'en ai souvent parlé, mais
Quand on débute, c'est souvent beaucoup plus facile d'être le seul que d'être le meilleur. Il y a plusieurs manières d'être le seul. Soit tu peux être le seul par la thématique, en ayant une thématique qui est une thématique de niche où personne n'est dessus. Soit tu peux être le seul par le format, par le concept, en faisant un concept qui est radicalement différent, qui est vraiment original. Et imagine simplement, je vais donner un exemple. T'es blogueur, tu vois, t'as un blog. Et tous tes concurrents, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là en train d'essayer d'améliorer un petit peu la bannière de leur blog, changer un petit peu la couleur, faire des articles un peu plus longs, faire des articles un peu plus fréquents. Et toi, tu es là, tu vois, tu arrives dans le truc et tu te dis, bon, il y a ces blogueurs qui sont déjà très bons, qui ont un super design, une super bannière et tout. À ton avis, qu'est-ce qui est la meilleure idée? Est-ce que la meilleure idée, c'est juste de parfaire encore un petit peu plus la couleur de ta bannière Facebook? Ou est-ce que la meilleure idée, c'est de te dire, ok, je vais faire une formation dans laquelle je vais envoyer des courriers papier à mes clients? C'est-à-dire qu'au moment où mes clients vont s'inscrire à la formation, je vais leur demander leur adresse postale pour la facturation, sans rien leur dire. Et puis tous les mois, je vais leur envoyer une newsletter papier en leur donnant des informations qui ont beaucoup de valeur et qui va les aider. Imagine juste la tête de ton client qui va pas s'y attendre au moment où il va recevoir dans sa boîte aux lettres un courrier papier de toi en train de lui apporter de la valeur et de l'aider. À un jour où les seuls courriers papier qu'on reçoit, c'est une fois de temps en temps la carte postale de la grand-mère et tout le reste du temps des factures et des prospectus. Imagine juste sa tête et ce qu'il va penser à ce moment-là. Est-ce qu'il va se dire la même chose quand il va regarder que ta nouvelle bannière Facebook est d'un rouge un petit peu meilleur? Est-ce qu'il va se dire waouh, son design il est tellement mieux qu'avant, mais c'est génial ce créateur de contenu? Ou est-ce qu'il va dire ouais? Il va probablement se dire ouais, tu vois, pour le design, parce qu'on s'en fout. Par contre, s'il reçoit un courrier papier de toi alors qu'il s'y attendait pas, qui va lui apporter vachement de valeur, il va se dire mais c'est ouf quoi, ce mec a pris le temps de m'envoyer un courrier papier, il a payé un timbre pour ça, il me donne de la valeur par là, il a illuminé ma journée parce que pour une fois, j'ouvre le courrier pour une bonne raison. Enfin, je sais pas si t'es comme moi, mais moi personnellement, je laisse ce courrier s'entasser et dès que la pile atteint à peu près 10 cm, je commence à ouvrir les trucs, tu vois. Et les 3/4 passent direct à la poubelle. Le reste, généralement, je suis un petit peu dans la merde parce que c'est des factures qui datent de 3 ans. Mais si t'es comme moi, le jour où tu reçois un courrier papier qui t'apporte de la valeur, qui te fait sourire, qui te fait rire même peut-être, de quelqu'un que t'aimes bien, forcément ça va retenir, c'est quelque chose que tu vas retenir, c'est même quelque chose que tu vas pouvoir avoir chez toi, que tu vas pouvoir poser dans un coin, qui va être sur ton bureau. Bref, c'est quelque chose qui va rentrer dans ta vie, qui va avoir un impact énorme. Donc j'aimerais juste que je te laissais imaginer, grâce à cette démonstration, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que ce qui est le plus important, c'est d'être un petit peu meilleur que les autres, mais de faire exactement la même chose? Ou est-ce que c'est peut-être pas être si bon que ça, mais faire quelque chose de radicalement différent? Et si tu as envie de trouver des idées pour faire quelque chose de radicalement différent, peut-être que tu peux partir d'un concept tout nouveau. Peut-être que tu peux partir d'une idée que personne ou que presque personne n'a déjà fait en France. Et je t'invite à aller écouter le podcast que j'ai fait sur cette thématique qui est liée à une formation. Alors j'ai été bluffé quand je me suis réveillé ce matin parce que j'ai lancé la formation hier soir. Je me suis réveillé ce matin, j'ai regardé le compteur et j'ai vu que vous étiez déjà 24 au réveil à avoir démarré la formation, ce qui est juste énorme. Donc je me suis dit putain, c'est vraiment un truc qui intéresse les gens. Donc si tu l'as pas encore vu, tu peux aller voir, ça s'appelle 40 façons de créer du contenu en 2017 et c'est une liste. Alors c'est aussi bien pour les blogueurs, pour les vidéastes, pour les podcasteurs, pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux, pour les gens qui utilisent les mails. On va voir toutes les façons possibles de créer du contenu et uniquement des façons qui sont peu conventionnelles, qui ont quasiment jamais été utilisées, voire jamais, qui sont libres, que tu peux prendre pour créer du contenu totalement différent en 2017. Ça exploite souvent des choses qui sont toutes nouvelles ou alors des choses qui sont beaucoup plus anciennes comme justement le courrier papier. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ces idées, tu vas trouver vraiment des choses que tu n'as jamais vues ailleurs et que tu peux démarrer dès maintenant. Donc ça s'appelle 40 façons de créer du contenu en 2017. Je t'ai mis le lien vers le podcast à écouter donc, que j'ai lancé hier. Si tu n'as pas encore pris ta place, tu peux le faire. La formation, elle est prête, elle t'attend. Elle est disponible jusqu'à samedi à un tarif de lancement. Donc nous, on se retrouve dans la formation. Je n'ai pas prévu de citation aujourd'hui. Donc je te dis à demain, tout simplement.